chaque fois qu'on extrait un élément d'un contexte, on prend du recul dessus, on peut le formuler en pensée. On peut, en quelque sorte, en extraire la sève, la plus fondamentale des mécaniques. Et c'est exactement ça qu'on va faire pour aujourd'hui. C'est-à-dire, comment extraire les informations qu'on veut d'un traité d'armes, comment la replacer ensuite dans un contexte proche de celui du contexte initial, sans quoi notre geste demeure un geste inspiré. Par exemple, le fitness box, où les gars sont comme ça, et qui bougent et qui donnent des coups en l'air, mais le but c'est de tuer, c'est d'avoir une pratique intéressante au niveau mécanique, niveau sportif, mais certainement pas placée dans un contexte avec un adversaire en fait. Et ça nous intéresse pas aujourd'hui. Donc le but c'est de se poser la question, mon geste guerrier est-il proche de l'original? Mon geste est-il guerrier? Mon art est-il martial? Ça c'est la question fondamentale. Donc, pourquoi dériver un geste? En quelque sorte, dans le contexte initial, il y a beaucoup de choses qui rentrent en connotation avec le seul geste, la seule application du geste. On va avoir un rythme cardiaque accéléré, on va avoir la perte de la motricité fine, les doigts vont trembler, on va être dans un état de stress, et toutes ces choses sont pas forcément intéressantes à pratiquer au quotidien. C'est plus comme un genre de substrat psychologique, physique, et qui va être inhérent au combat de rue, mais qui ne va pas forcément être intéressant à pratiquer tous les jours. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de prendre la sève des traités d'armes, la technique seule, la mécanique, et de travailler ça au regard des textes martiaux. Je prends un exemple, pour faire du taloffer, il n'est pas nécessaire de revêtir un habit cousu à même la peau et de décapiter son adversaire, c'est simplement prendre le traité et dire tiens, il fait un overarrow comme ça, c'est même pas mal. Et voir comment est-ce que l'épée longue, la mécanique marche. Et ça suffit. Donc, pour pratiquer ce geste-là, on va passer par plusieurs formes d'inhibition du geste. Inhibition au niveau de la violence, au niveau de la rapidité. J'ai noté quoi d'autre? Oui, donc par la nature de la pratique, par la vitesse, par la force, par le rythme et la richesse technique. On peut laisser tomber quelques techniques dans un premier temps pour se concentrer simplement sur la mécanique du geste. Donc ça, c'est un petit peu la réflexion qui a donné naissance à l'atelier d'aujourd'hui, dont la problématique va être de, avec une dague, pouvoir comprendre la mécanique de base, comment le mouvement se fait, en laissant tomber tout ce qui n'est pas nécessaire au mouvement, et en regardant les seules choses qui nous intéressent, et je vous apprends un petit peu tout. Donc il y a trois choses qu'on va retenir aujourd'hui. C'est les trois notions de touche franche, de structure et de tempo. Tout le reste étant des choses assez variables. La force va varier d'une personne à l'autre. Cyril aura beaucoup plus de force mécanique que moi, simplement par sa corpulence. La rapidité va être aussi quelque chose de variable en fonction des personnes, en fonction de l'explosivité, en fonction de la tenue dans laquelle il est, etc. Et ce n'est pas des choses qui nous intéressent quand on travaille dans un contexte. Donc, pourquoi les touches franches? Il existe des situations dans les traités d'armes où on blesse l'autre en l'entaillant. Mais celles-ci ne sont pas vraiment des éléments décisifs au niveau des blessures. Ça tient plus soit d'une provocation pour le faire bouger dans une autre garde, et c'est encore plus vrai dans un contexte de rue où la première agression, on va réagir à la première intention de l'adversaire, ou alors au stress, dans le but de le harceler, et 1, 2, 3, 4 entailles, l'adversaire va tout de suite dans une situation de stress. Donc, les touches franches, on va les conserver, c'est-à-dire, par exemple la dague, la touche franche, ça va être de donner une intention de frapper à la tête, ou alors de frapper à l'abdomen, dans des touches qui vont porter, à une distance juste, avec une structure et un tempo juste. Donc la structure. La structure, c'est un petit peu le plus en important, on va dire. Ça permet d'avoir une implication dans le geste, c'est-à-dire se tenir dans une position et arriver dans une autre, avec une structure qui est viable, qui est forte. Ça permet de porter une attaque qui soit un peu sérieuse et maîtrisée, toujours maîtrisée. Plutôt que de mettre de la force, on va mettre de la structure. Et c'est marrant que Mike ait fait ce truc tout à l'heure sur le fait de ne pas mettre de force, parce que ça rejoint exactement ce que je dis. Et enfin, le tempo.
Donc plutôt que de passer ses coups en vitesse, s'amuser à construire un rythme avec l'adversaire et jouer sur des demi-temps, des contre-temps. On a bien aussi de coups fourrés, un coup dans le coup. Et c'est pas forcément passer de vitesse sur un coup, c'est plutôt voir que l'autre démarre et démarrer juste après lui. Et en règle, par exemple, on bosse beaucoup sur les longues aussi. On s'amuse à construire un rythme de jeu quelque part. Et alors effectivement, le but c'est pas forcément de prendre de vitesse, c'est plutôt de prendre de vitesse. Voilà. Donc on va passer maintenant au jeu des armes. Bon, je me suis, comme je vous l'ai dit, inspiré de l'Opera Nova de Guillermo Alonso, qui distingue le poignard, pugnale, de la dague, daga. Et les deux ont des utilisations différentes. Par exemple, le pugnale, ce serait plutôt défini comme un art de combat. On a des limans en fer, c'est plus exclusivement comme ça. La dague est un peu, enfin, le poignard est un peu plus long. Et ça s'utilise principalement dans deux gardes, donc la Quadrifalos Stretta et Quadranonga Stretta. Chez les Bolonais, qui fait un peu de bolonnaise. Vous avez vu non. Alors, il faut savoir que les Polonais ont un nombre incalculable de gardes. C'était comme ça va avoir des noms différents, c'était comme ça ou comme ça aussi. Et là, le fait qu'on ait deux, c'est assez significatif du fait que c'est une sorte de réduction à quelques gardes et quelques principes mécaniques. Quand on analyse un peu la typologie des frappes, 4/5 des pièces, en fait il y en a 5, il faut y aller, sont des réponses à une agression. Les 3/5 sont des intentions non létales, donc des provocations. On a, sur 14 coups, on a 7 estocs et 7 coups de taille. Puisque vous avez des coups de taille à la tête, vous avez des coups de taille à la jambe et des coups de taille au bras armé. C'est là où ça devient intéressant. La dague de Marozo a des tranchants et on s'en sert. Ça c'est cool. Et ensuite la dague se rapproche plus d'une méthode défensive. Donc comme je vous l'ai dit, dans un contexte où c'est un combat assez écrit. C'est pas un duel où les deux sont armés d'une dague et on vient chacun à l'attaque comme ça. C'est un contexte où on est armé comme ça, donc on va venir le saisir ici pour le poignarder, on va venir le saisir là pour le poignarder, ou alors on va venir simplement sur des attaques. Donc il y a un agresseur et comment, quand on est avec ça, on peut faire une convention de travail sur laquelle on va se dire, on va jouer, par contre t'as pas d'armes et moi j'en ai une. Ça va être intéressant. Donc à la dague, 15 sur 22 sont des attaques avec la dague sous le point, on va dire comme ça. Les 7 autres sont des attaques avec la dague comme ça. Il y a 3 clés de bras et 4 blessures, donc on va y aller plus doucement. 7 projections au sol et 5 désarmements. Donc ça vous renseigne un peu sur la manière de travailler la dague. Si au poignard, il va beaucoup plus viser, il faut toujours garder les yeux sur la dague de l'autre, les attaques vont toujours toucher au niveau de la tête. Quand on est désarmé et qu'on a une dague en face de soi, on ne va pas chercher à rentrer pour lui donner un coup de poing. La principale cible qu'on va avoir, c'est son bras armé. Donc ça va influer beaucoup sur la manière de se tenir, sur la notion de structure notamment. Quand on se tient face à un adversaire, je viens juste m'en parler. Donc là je suis ici, ma ligne centrale va être à peu près au niveau de sa ligne centrale, donc je passe tous les armes. S'il a un bras armé, par exemple, je ne vais pas forcément faire face à lui, il faut faire face à son arme. Pour venir ici sur des positions, désarmement, et donc extraire. Voilà. Donc maintenant que je vous ai présenté un peu l'atelier, on va pouvoir commencer à jouer. On va faire une première partie d'échauffement, et ensuite on passera aux exercices. Est-ce qu'il y a des questions, des choses que vous voyez que... Non. Parfait. Bon bah c'est bon. Donc là on va passer à un petit jeu, on va jouer à deux. Donc vous allez vous mettre par deux, et il y en a un qui va avoir une dague dans la main, et l'autre qui va se mettre devant lui. Donc tiens, prends une dague. Donc celui qui n'a pas de dague va travailler sur des esquives, très simplement. Donc il va avoir les pieds fixés au sol, il ne pourra pas bouger. Et le but ça va être en y allant doucement, passer à côté des frappes. Donc bien sûr, le but c'est pas d'avoir une efficience martiale ou de se dire tiens je vais faire fort, je peux juste esquiver. C'est de comprendre les mécanismes de geste, voir en bougeant comme ça, ça lui facilite les hanches, et il faut être cette jambe-là, et de ne pas être perdu quand on va le faire. Donc vous pouvez vous baisser, vous pouvez vraiment bouger les pieds sur le sol. Donc visez surtout le haut du corps, si vous visez les hanches, il ne pourra pas bouger. Donc... mais bon, mais vous aurez gagné. Voilà.
Donc travaillez tout doucement. Et puis voilà. Donc le but c'est de s'échauffer un petit peu. Et après vous tournerez, vous tournerez droit. C'est parti. Ouais, c'était la commission que je t'ai fait. On va passer à l'exercice suivant qui est un peu dans la même veine. Là vous avez le droit de... Vous n'avez pas le droit de rester les pieds que au sol avec un adversaire qui vous martèle le coup aussi varié que gentil. Parce qu'au final, vous travaillez ensemble. Maintenant vous allez adopter des frappes, j'en ai appelé des frappes canoniques, c'est-à-dire qui correspondent au canon du bas. Donc pour tous les esclotes qui viennent du bas en prise d'épée, vous allez les mettre donc, soit en partant jambe gauche devant, les mettre vraiment comme ça à la poitrine ou à la tête, avec la main avant pour vraiment bien saisir vers la vue avec la cible. Et si vous prenez en pique à glace, vous allez viser la tête ou l'épaule. Chez les Bolonais, on n'a pas le fameux les stocks de l'autre côté, on a seulement ceux-là, qui correspondent au final à la plupart des intentions des frappes quand on a un truc à peu près comme ça et qu'on a envie de toucher. On va venir au niveau de la tête ou dans le creux de l'oméga comme la tête et les épaules. Donc, celui qui frappe va frapper de ces manières-là, et celui qui défend va pouvoir bouger autour de l'adversaire, donc en esquivant les coups. Toujours pas en parant, donc le but ça va être de bouger, de voir comment est-ce qu'il fait des creux dans sa garde au moment où il frappe. Donc le but ça va être de bouger sur le côté, ou carrément devant pour l'échange, et pourquoi pas après venir saisir la main. Et on verra ça en deuxième temps, pardon, pour le contre-attaquer. Voilà, donc au niveau de la rapidité, c'est là où la notion de tempo va devenir intéressante. Amusez-vous, pour ceux qui frappent, à construire un rythme. Vous frappez toujours sur un rythme. Tac, 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 par exemple. Il y a les coups au début. Et l'adversaire va devoir se caler sur votre rythme. Il va subir votre rythme. Et c'est la définition de la violence et de votre philosophie. Imposer un rythme à quelqu'un pour le faire passer. Encore une fois, donc les attaques canoniques, rythmées. Pour les défenses, utiliser le tempo, utiliser la structure pour ne pas être déséquilibré. Donc si vous bougez, tournez pas en arrière. Essayez d'avancer, de vous mettre sur le côté, de jouer sur la latéralisation, sur avancer et reculer pour mettre votre adversaire en difficulté de rythme. Et voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Parfait. Et bien vous pouvez changer de partenaire et on va faire le même jeu. Le but c'est ça, c'est de bouger. Et moi, mon but c'est de te mettre gentiment en difficulté, bien sûr en y allant très lentement, sans aucune vitesse. C'est bien parce qu'on prend conscience de ces défauts de structure. Moi c'est là où je regarde facilement. Quand je fais là, je suis en structure. Là, du coup, après, je pars beaucoup. Les deux exercices précédents avaient pour but, plutôt que d'apprendre les mouvements mécaniques qui permettent de se mettre sur un pied et mettre son pouce ici. Nous permettre, une fois qu'il est ici, on ne pas difficulté sans déséquilibre. Donc c'était plus une manière d'instruire le corps à bouger, surveiller un peu ce qui se passe. Voilà, donc maintenant on va passer au deuxième exercice, au troisième exercice, qui lui aura pour but de développer une sorte de conscience de la dague, même pour ceux qui n'ont jamais fait de dague en RCT. Et c'est là où c'est intéressant parce que ça s'applique aussi bien aux nouveaux, aux débutants qui n'ont jamais fait, aux personnes expérimentées qui ont déjà des connaissances au niveau des clés articulaires, au niveau des armements. Et là vous allez pouvoir les replacer. Donc, toujours en bossant sur ces notions de structure, de tempo, on va avoir une personne désarmée et une personne armée. Cette fois-ci, la personne désarmée va pouvoir aussi bien esquiver que accompagner le geste avec ses bras, que désarmer, que placer ses pieds. La personne qui attaque toujours
pas lentement, avec du tempo, mais mettez-vous d'accord sur le même tempo que vous utilisez avec l'adversaire. Le but, c'est pas de diviser tous les lieux communs qu'il peut y avoir avec l'adversaire dans le but de le prendre de vitesse ou de le prendre au niveau de la technique. C'est au contraire de multiplier ces lieux communs pour pouvoir discuter et échanger sur un même terrain. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Parfait. Donc, troisième exercice, un attaquant, un défenseur. L'attaquant fait toujours ses frappes canoniques. Vous pouvez commencer à mettre des entailles si vous voulez, qui utilisent donc chez Naruto. Donc les entailles, vous pouvez les faire à la tête, à la jambe, c'est une provocation. C'est assez chialé l'entaille à la jambe, il faut avoir des coups pour la passer. Et voilà. Et donc le défenseur peut se déplacer librement, peut revenir sur lui, peut saisir un bras, tout doucement. Donc vous y allez au niveau de la structure et non de la force. Si quelque chose ne passe pas, c'est trop tard. Pas besoin de forcer pour lui péter le bras et le mettre au sol. Si c'est pas passé, c'est pas passé. Donc voilà, toujours calmement, vous pouvez changer de partenaire et continuer l'exercice. Si je veux lui faire celle-là, d'être déjà plus simple, d'avoir déjà la volonté de la faire au moment où il apparaît, bien avant, quand je suis là, et je fais ça par je réfléchis, dans mon truc, je veux dire, je veux faire. Je veux faire maintenant, je suis là. C'est pas, je frappe, il apparaît. Ah ouais, tiens, c'est plus fait, elle est déjà là. J'ai vu pas mal de personnes qui, après avoir commencé à jouer, augmenter progressivement le rythme et commencer à faire des techniques. C'est bien, et d'ailleurs ça permet d'échauffer un peu le corps aussi. Maintenant, on passe un peu la dynamique inverse, c'est-à-dire qu'on part sur un rythme qui est normal, et on va essayer de ralentir ce rythme-là, et se concentrer beaucoup plus sur la structure mécanique du corps. C'est-à-dire, quand il y a un adversaire en face de vous, qui vient m'attaquer, je ne vais pas face à lui, je vais vraiment me mettre face à son bras, donc dans mon aîné, mon corps est dans sa ligne de frappe, c'est dans sa ligne de frappe. Et le but, ça va devenir ici, annuler la force mécanique du coup qui arrive par une force, non pas par une force où je viens le but, c'est de rester ici, sans faire de pied. Donc, concentrez-vous plus sur la structure, sur la lenteur du coup, savoir s'ancrer au sol au moment où il le faut, savoir bouger rapidement au moment où il le faut aussi. Rester en garde, toujours faire face à l'adversaire. Et ça se travaille beaucoup plus quand on le bosse qu'à l'autre. Vous pouvez rester avec votre partenaire, vous changez de partenaire si vous voulez utiliser. Je vais pas m'attendre. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Des précisions, des... Bon, parfait. Et ben c'est bon, c'est parti. Peu de temps, je vais pas les dire. Si vous n'avez pas eu le temps de tourner, c'est pas grave. Donc on va dans le prochain exercice, on pourra mettre ce genre de temps en place. Donc là, on a vu, c'est pas vraiment du combat, c'est plus un jeu autour du mouvement asymétrique. On a un attaquant, un défenseur. Là, on va faire la même chose. On va être en symétrie. On va avoir une dague chacun. Et c'est un petit jeu que j'ai nommé la lame de Morgul. Simplement parce que c'est cool. Et une dague va pouvoir toucher qu'une seule fois. Donc on va avoir une dague dans la main, face à un adversaire qui a aussi une dague dans la main. Et mon but, ça va être de... donc il n'y a pas d'attaquant, pas de défenseur. On va simplement travailler lentement, et encore une fois sur une question de tempo de structure. Donc ne pas prendre de prendre de vitesse. Et ce calme, ce partenariat va permettre de travailler sans masque et sans risque. Donc on va chacun avoir une lame. Son but à lui, ça va être de me toucher n'importe où et n'importe quelle cible avec la pointe. Tant qu'il n'a pas touché avec la pointe, il peut encore se servir de sa dague pour parer, faire des clés, etc. Une fois qu'il a touché, le combat ne finit pas, mais on va dire qu'il a gagné son point. Il va laisser sa dague tomber au sol et il ne peut plus s'en servir. Et moi j'ai une dague et je vais tenter de le toucher. Donc bien sûr, on ne va pas attendre que le premier ait fini d'attaquer pour attaquer. Le but, ça va être d'attaquer dans son coup, de parer contre attaquer tout de suite. La seule contrainte, c'est que si je touche, je lâche ma dague et lui a encore une main armée. Et donc le but, c'est d'arriver à toucher l'autre et de s'extraire à le désarmer avant qu'il ne touche.
Si on prend la dague de l'adversaire et qu'elle a encore un point invalide à donner par exemple, on peut bien sûr retenter d'attaquer une deuxième fois. C'est sur la dague. C'est ça. Donc là, il faut une dague avec une lumière qui s'allume au côté. Avec des dagues électriques reliées. Ah oui, ça peut être sympa à faire avec des dagues laser par exemple. Donc, il y a plein de dagues là-bas comme les 5, vous pouvez en prendre. Et on va jouer à ça pendant un petit peu. Il y a encore plein de jeux à faire. On n'aura pas le temps de les faire, mais si vous jouez pendant la journée, je serais ravi de vous apprendre à jouer avec elle. Alors, aujourd'hui, on a vu comment laisser tomber tout substrat culturel, physiologique, neurologique d'une situation de stress, comment extraire la pièce de son contexte initial pour la remettre dans un contexte ludique, dans le but d'apprendre un panel technique assez fourni, de jouer dans la détente et profiter de cette détente et de ce calme pour placer les techniques avec structure. Donc plutôt que de balancer la patate de l'espace et de venir les transpercer et mettre son cœur dans son foie, on va plutôt donner une structure à notre coup pour être ferme. Parce que ludique ne veut pas dire sans implication, sans intention, sans quoi ce serait juste un jeu bien. J'espère que ça vous a plu et qu'on aura l'occasion de jouer ensemble tout le long de la journée. Voilà. Donc, merci. Si vous avez des questions, bon, sinon il y aura un tour de questions un peu plus dans l'après-midi et je serai heureux d'échanger avec chacun de vous sur les méthodologies appliquées pour le combat à la dague. Petite question du coup. Oui. Est-ce que Marozzo a des postures clés Alors, on m'a posé la question tout à l'heure, mais ouais, c'est une question intéressante. Marozzo, donc, il a deux sections. Il a la section sur le poignard, qui est une arme comme ça, et il a deux postures. Il a la coda longa alta et la porta di pelo stretta. Et c'est tout ce qu'il a. Donc, deux gardes pour un boulonnais, c'est un gros effort mental. C'est un gros effort de réduction. Il n'a pas celle-là, il n'a pas celle-là, la Discesa, celle qui est ici. Et ça lui a demandé beaucoup d'efforts, à mon avis, pour réduire à deux gardes comme ça. Je pense que c'est parce que c'est quelque chose de pragmatique et qui ne s'encombre pas de tous les embellissements, etc. Et il y a des indications sur la structure de ces postures? Il y a des images, donc c'est des presses de bois sur papier, et après plus tard il y a des gravures sur, des presses en métal. Mais on voit, donc en fait, physiquement on le voit
dans les blessures assez droites, les sont souvent comme ça dans les armes. Et tout ce qui est combat à la dague, il n'a pas explicitement de garde. On voit, on voit qu'il y a des postures. Vous pouvez vous rapprocher. Ça, c'est les morceaux d'impression sur bois. Enfin, on voit qu'il utilise par exemple des pieds de genoux pour passer ces techniques, avec les bras et tout ça. Il ne mentionne pas explicitement les gardes. Il ne dit pas par exemple si tu viens à lui avec la garde haute, alors frappe le machin. Mais c'est souvent, en fait, il prend le parti du défenseur quand quelqu'un t'agresse. Et par contre, avant de venir en contact, on n'a pas cette information de comment est-ce qu'il a ses mains. Est-ce qu'il est en train de se balader dans la rue, avec les mains dans les poches, est-ce qu'il faisait quelque chose, est-ce qu'il est déjà en garde, est-ce qu'il est solide. Et elles ont dans les bourses. Et donc souvent c'est un contexte, c'est pas un contexte de duel où messieurs combattaient, c'est vraiment une réalisation où la personne se prend de court. Et donc une personne vient lui avec une force écrasante, une dague ou une autre arme pour essayer de lui emporter. Ok. Merci beaucoup. Ouais, nickel. C'est ça un apprentissage qui a été fait aux adultes, on apprenait aussi aux enfants de la même manière. Alors j'imagine qu'un jeune homme qui veut apprendre à combattre, est-ce que justement il fait des jeux comme toi, il faisait des jeux comme toi t'enseignes, ou est-ce qu'il était tout de suite dans un contexte martial? Je ne sais pas. Alors ça dépend surtout du texte à qui il est destiné. En l'occurrence, Naruto, c'est un membre de la tradition bolognaise qui avait déjà Marcelino et même l'anonyme qui est apparu un peu avant, qui mentionne déjà les premiers traits de la tradition martiale bolognaise. Et donc en fait, c'était plus une salle d'armes qui enseignait, pas forcément aux seigneurs, pas forcément aux peuples, je pense que c'était simplement les pratiquants qui venaient ici pour instruire les armées. Donc je ne pense pas que ce soit destiné à des nobles qui grandissent et plutôt à des adultes qu'il faut former au combat. Et d'ailleurs, dans le traité de Naruto, il y a surtout l'épée seule, l'épée bloc, l'épée targe, la pertusane. Et un peu plus tôt chez Mancholino, il te parle que de l'épée à une main et de l'épée bloc. Et après, il y a une section sur l'épée tranchante. Donc l'épée physique. Donc on peut supposer que c'est une épée d'entraînement, qui pour but d'enseigner au combat. Et donc voilà. Donc il y a des armes qui sont extrêmement limitées. Est-ce qu'on pêche par rapport à Fioré ou dans une des versions il part de la dague, enfin de la lutte de la dague PvP, est-ce qu'il y a un peu le même type de graduation ou c'est plus détaché Alors je pense que c'est annoncé différemment. C'est pas une forme de gradation qui va vers des armes de plus en plus longues. Je pense que c'est une question pragmatique et qu'il aborde déjà l'épée seule, puis l'épée bloc, puis l'épée targe, puis l'épée dague, puis l'épée cap, puis la dague cap, puis la dague seule, puis le poignard, et etc. Et la lutte après. Puisque Mancholino le faisait déjà il disait l'épée seule est le plus beau de tous les arts car il te cœur. En fait, c'est une opportunité. Il ne paraît pas intuitif à l'heure actuelle, mais il enseignait à se battre avec ce qu'on avait sous la main. Donc on pourrait par exemple, d'ailleurs on va avoir l'atelier de Thierry tout à l'heure, qui apparemment a combat à la carte de Tali. Et c'est con, mais c'est exactement ce qu'il disait à l'époque. Il prenait les éléments qu'il avait déjà et on pourrait apprendre à se battre avec un épée chez celle-ci par exemple. Et je peux écrire un truc des armes à la carte chez celle-ci. Ouais, grave. Et voilà. Donc je sais pas si tu as répondu à ta question. Creepy. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui s'était considéré comme bon à l'époque par rapport aux autres techniques disons que c'était une grosse tradition, la tradition bolognaise, et le Lobino, d'ailleurs, qui est milanais, sous influence espagnole, nous dit par après, le Lobino a vocation de reprendre les éléments du bologais qui marchent et d'ajouter un petit peu sa sauce des pâtes comme ça, on peut en faire des blagues comme ça sur et donc mettre un petit peu sa pâte, il y a effectivement des éléments qui marchaient et je pense que c'est plutôt après
Après, comme dans tout, Il y a des il y a éléments des qui pièces marchent, qui ça veut dire qu'il y en a qui ne marchent pas. exactement, comme dans tout moderne, il y a des choses qui ne marchent pas. Ça ne veut pas forcément dire qu'elles sont faites pour pas marcher. Je pense que ça veut dire qu'on n'a pas encore compris comment elles marchent. Pourquoi elles marchaient. J'avais vu dans le traité, le poignard par exemple, on regarde les deux comme ça, et moi je vais venir tailler sa jambe. Je me suis dit, il y a la même avec les bocs, la place pas. C'est chaud ça, il ne peut pas. Jusqu'au moment où il est ici, enfin il était ici, lui il était là. Et en fait, c'est une provocation. Moi je le voyais comme ça. Et en fait, je me rends compte qu'à la dague, ça fonctionne. Je pensais que ça ne fonctionnerait pas et ça marche. Puisque tu vas regarder sa tête, tu vas venir comme ça, en fait ça fait plusieurs fois que je regarde ici. Et lui il va te concentrer sur le fait de venir pareil. En fait tu vas venir bam, et c'est tout. Pour continuer sa frappe, pour la couper ici, c'est pas grave. Donc ça peut être c'est un bon exemple de pièce qu'on ne comprend pas au premier abord et qui fonctionne par après. Mais notamment dans les traités allemands, il y a beaucoup de choses encore ésotériques. Et parce qu'ils n'ont pas de secret en fait, il n'y a pas d'écrit où ils disent utilisez votre regard dans telle direction et tout ça. Là beaucoup plus, mais chez les Allemands, c'était assez. Pas trop une c'était une loi assez simple. Et effectivement, puis par exemple, Peter Faulkner, tu as 4 lignes, une image. L'image c'est déjà bien, mais il faut. Tu ne sais pas si l'image c'est à la fin, au début, au milieu du geste. Ouais. Et je te prends un autre exemple de collecteur mère avec des super illustrations magnifiques et dorées. Le gars, une fois sur deux, il se trompe de droite ou de gauche. Et voire même, des fois, il met par question de beauté symétrique deux positions où ils sont comme ça. Donc avec une épée à deux mains ou une épée courte. Le truc, c'est que c'est pas la pièce, c'est l'épée non plus. Et simplement, il montre comment faire la posture. Et la pièce, c'est autre chose. Mais il l'a calé en dessous pour qu'on se place. Et voilà. Et donc, une question de symétrie axiale, parce que c'est plus beau, plus représenté. Je ne vais pas te montrer la technique. Et voilà, donc ça c'est un autre exemple de pourquoi est-ce que l'interprétation peut merder. Non, voilà. Est-ce qu'il y a deux fois on va pouvoir rendre la place au prochain groupe. À brevet, parce qu'il n'y a pas le paiement du